vous voulez bien, en votre nom. Les adjoints, chacun des adjoints vont avoir des responsabilités complémentaires, et c'est très bien. Mais je me suis engagé quand j'ai été élu, quel que soit, on a eu des débats ici sur ce point, quelles que soient les responsabilités que j'aurai à exercer, à ne pas quitter, au moins par l'esprit, la responsabilité de notre ville et de notre agglomération. Les gens qui vivent autour de nous et avec nous ont besoin de savoir que ça n'est pas parce qu'on est pour un moment, on se voit pour un moment confier des responsabilités lourdes, qu'on les abandonne. La ville n'est pas un marchepied. La ville n'est pas un tremplin. La ville n'est pas une rampe de lancement. Je reprends des mots qui ont été, je crois, utilisés à plusieurs reprises. Quand on me soupçonnait de vouloir être maire pour accéder à d'autres responsabilités. Je crois exactement le contraire. Je crois que les responsabilités nourrissent au contraire la capacité à être un meilleur porte-parole de la ville et un meilleur stratège pour l'avenir de la cité. Voilà pourquoi cette période qui s'ouvre, si je vous disais que je pense qu'elle va être facile, peut-être vous ne me croiriez pas. Je pense qu'elle va être très difficile. Pas pour moi, mais pour notre pays. Les circonstances économiques, budgétaires, internationales, géostratégiques, comme on dit, sont probablement une accumulation de menaces, mais nous sommes là pour répondre à ces menaces, pour inventer des réponses à ces menaces-là. Chaque fois que j'aurai des décisions à prendre, je penserai à vous et je penserai à nous. Je penserai à chacun des habitants qui forment la vie de cette cité. En tout cas, pour les vœux que vous m'avez adressés, pour les mots chaleureux, pour les accolades et les embrassades, pour les félicitations, je ne sais pas si elles étaient fondées, parce que comme vous savez, et pour tous ceux, c'est le mot le plus juste, qui m'ont souhaité bon courage, je voulais vous dire merci. Pardon de l'émotion que vous avez sentie dans ma voix et de la gorge un peu nouée. Monsieur Marbeau. Monsieur le maire, mes premiers mots en ce conseil municipal un peu spécial seront pour vous adresser des félicitations républicaines pour votre nomination comme Premier ministre. Vous prenez ces fonctions dans un contexte un peu particulier de la vie politique et institutionnelle de notre pays. L'instabilité parlementaire aggravée par la dissolution provoquée par le président que vous soutenez a précipité le pays dans une crise inédite pour la Ve République qui rappelle, pour des raisons différentes mais avec des conséquences identiques, la valse des gouvernements de la IVe République. Est-ce que vous arriverez à conjurer le sort qu'a connu votre prédécesseur? Il faut le souhaiter pour la France. Les qualités de l'homme, le caractère béarnais qu'on vous connaît, il faut souhaiter que cela permette à notre pays d'affronter avec succès la crise politique et institutionnelle qu'il traverse, la crise économique et sans doute, pour le moment de façon plus sourde mais toujours frémissante, la crise sociale. Néanmoins, en refusant de suivre le résultat des élections de juin dernier, le résultat des européennes,
réitéré lors du premier tour des législatives et encore plus fort lors du deuxième tour des législatives, qui a placé la gauche en tête, le président vous a placé entre les mains de l'extrême droite, commettant un deuxième contresens aux résultats des élections de juin, qui n'ont permis à beaucoup d'être réélus que grâce au Front républicain. Cette situation offense le suffrage des Français et fragilise notre démocratie, et je regrette que vous ayez accepté de la cautionner en acceptant vos nouvelles fonctions. Les Français ont besoin d'apaisement, vous l'avez dit. Ils ont aussi besoin de clarté et de cohérence. Vous avez évoqué le mur de verre qui se dresse entre les Français et leurs élus. Ce mur, il faut le qualifier, est un mur de défiance vis-à-vis d'élus qui se préoccupent plus de leur propre sort que du sort des Français et du pays. Vous voulez abattre ce mur de verre, vous devez montrer l'exemple. Il me paraîtrait inconcevable que vous restiez maire de Pau et président de la communauté d'agglomération tout en exerçant la tâche lourde qui vous est désormais assignée. Depuis 25 ans, tous vos prédécesseurs ont accepté cette règle tacite, car c'est avant tout un gage de sérieux. Vous-même, il me semble me rappeler qu'en 2007, vous luttiez contre le cumul des mandats. Cela est encore plus vrai dans la période que nous connaissons aujourd'hui, qui nécessitera, je le pense, la présence d'un Premier ministre investi à 150% dans l'intérêt du pays. Comment pensez que vous pourriez être un maire pleinement à la tâche, un président d'agglomération pleinement à la tâche, un président du CCAS pleinement à la tâche, un président du conseil de surveillance de l'hôpital pleinement à la tâche, un président de l'office HLM pleinement à la tâche, un président de la SEMPO-Pyrénées qui porte un projet majeur pour le renouveau de notre centre-ville pleinement à la tâche? Dois-je poursuivre? Prétendrez-vous également continuer à être un haut-commissaire au plan pleinement à la tâche? Les Français ont besoin d'un gouvernement. Alors qu'il est, vous devriez être en train d'y travailler pour aboutir dès que possible. La France a besoin d'un budget. Nous allons tout à l'heure devoir adopter notre budget sans savoir ce qui pèsera finalement sur les comptes des collectivités. La loi budgétaire spéciale vient d'être discutée à l'Assemblée, vous n'y étiez pas. Et surtout, les Mahorais viennent de connaître la pire catastrophe naturelle que l'île de Mayotte ait connue. Ils pleurent leurs morts par dizaines, voire par centaines. Ils ont besoin du soutien de la France. Vous pourriez être sur place pour leur témoigner le soutien de leur pays. Ne voyez-vous pas le caractère ridicule et surtout désolant de cette situation de vous trouver ici alors que vous avez accepté, je dirais même exigé, si j'ai bien compris le vaudeville qui a conduit à votre nomination, des fonctions qui réclament votre plein investissement et dont l'avenir de notre pays est si dépendant aujourd'hui, dans une urgence absolue. Et puis, monsieur le maire, les Palois et les Paloises ont surtout besoin d'un maire à 100%. Une ville comme la nôtre ne peut se satisfaire d'un maire qui inaugure les chrysanthèmes le dimanche après-midi. J'entends d'ailleurs depuis quelques jours dans la bouche de vos proches que l'essentiel aurait été fait, comme si notre ville pouvait se permettre une année blanche en votre absence, en attendant la fin du mandat. Et pourtant, il y a tant d'enjeux, à commencer par la crise économique et sociale qui s'annonce, les plans sociaux chez Euralis, Auchan ou à la clinique Marzay, les difficultés de fin de mois de beaucoup de Palois qui commencent en réalité le 9 ou le 10 chez la plupart de nos concitoyens, 35% désormais d'après le rapport du Secours catholique, la pauvreté grandissante chez les jeunes et chez les étudiants, et puis à long terme, l'adaptation de notre collectivité au changement climatique, la végétalisation indispensable ou le développement des mobilités propres, de chantiers stratégiques pour lesquels notre ville a du retard et sur lesquels il faut désormais accélérer, l'aménagement des rives du Gave, la lutte contre la désertification médicale dont nous parlerons tout à l'heure, ou la revitalisation du centre-ville qui patine. Vous voyez, si vos adjoints ne le voient pas, il reste néanmoins beaucoup à faire pour notre ville. Vous avez toujours affirmé qu'un maire devait être là pour prendre les décisions et diriger. Notre ville a besoin d'un maire présent tous les jours et pleinement investi dans les dossiers. Je le dis d'autant plus tranquillement que si vous démissionnez, un autre de votre majorité prendra la place et continuera votre politique. De notre côté, nous continuerons à la combattre. Il n'y a pas d'enjeu pour nous, chacun restera à sa place. Et si votre gouvernement devait ne pas durer, je ne doute pas que vous retrouveriez votre fauteuil rapidement.
Mais comment pouvez-vous prétendre apaiser les Français et réduire la fracture entre notre pays et ses élus si vous ne donnez vous-même pas l'exemple? Ce que vous avez cité, pardonnez-moi de vous le dire, date d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. N'êtes-vous pas capable, vous-même, de connaître, de sentir, de comprendre les collectivités, les besoins des collectivités, sans exercer la fonction de maire? Serez-vous frappé d'amnésie à partir du moment où vous entrez à Matignon? Les députés qui sont élus dans les circonscriptions ne connaissent-ils pas le terrain et les besoins du terrain? Je ne le crois pas. Si vous continuez ces vieilles pratiques qui consistent à concentrer les pouvoirs, les fonctions et les mandats dans les mêmes mains. Comment êtes-vous arrivé de Paris ce soir? Par une ligne régulière ou grâce aux avions de la République? Allez-vous attendre le prochain vol régulier pour repartir? J'en doute fort. Image déplorable à l'heure où il nous faut tout faire pour préserver l'environnement, réduire les transports aériens et à la veille de demander des efforts aux Français. Et je ne parle même pas de cet hôtel de ville, la maison de tous les Palois, désormais barricadée par les mesures de sécurité. Vous le voyez bien, monsieur le maire, ces pratiques d'un autre temps ne sont plus souhaitables ni acceptables si vous voulez vraiment apaiser et réconcilier le pays. Vous voyez, monsieur Marbeau, vous êtes déjà... D'abord, je vais vous répondre avec la bienveillance nécessaire. D'abord parce que nous ne sommes pas seuls et qu'il faut donner l'exemple. Mais vous avez prononcé, ça vous est déjà arrivé dans ce Conseil, des phrases qu'on vous reprochera longtemps. Prétendre que d'avoir à la mairie de Pau un responsable national, vous avez dit ça, c'est ridicule. C'est le mot que vous avez utilisé. Ne voyez-vous pas le ridicule? Et moi, si j'étais comme ceux qui sont des électeurs et des citoyens de base, je mesurerais que probablement tous ceux qui sont là et qui ont depuis quelques jours cité l'exemple de Pau et des progrès de la ville à la télévision, participant ainsi au rayonnement de la ville, eux ne considèrent pas que c'est ridicule d'avoir un maire de la ville aux responsabilités nationales. Vous vous réclamez souvent de l'exemple de mon prédécesseur, André Labarrère. Il a été 5 années durant ministre des Relations avec le Parlement, c'est-à-dire assigné au Sénat et à l'Assemblée nationale jour et nuit. Et il est resté maire de la ville. Et étant maire de la ville, il a participé au rayonnement de la ville. En quelle année? Bon, c'était pas avant le déluge, hein, puisque vous vous êtes vanté souvent d'avoir été son admirateur, son ami, 100 fois. On vous a entendu dire que c'était votre exemple. 100 fois. Non, vous n'avez pas la parole. Je suis son admirateur, mais je n'étais pas son ami. Nous ne sommes pas de la même génération. Vous avez dit qu'il était votre exemple. Vous dites, mettez quelqu'un à votre place, ça sera pareil. Moi, je ne crois pas que la substitution d'une personne à une autre dans les responsabilités publiques soit sans effet. Je pense que André Labarrère a été, puisque c'est lui que vous citez, a été pas substituable. Il organisait les choses, et Dieu sait que ces choses étaient, comment dire, Madame Poitou, tenues de main de maître. Moi, je pense que entre un territoire et un élu, entre un élu et son terrain, entre un élu et sa ville, entre un élu et son village, je pense que ce n'est pas une relation fonctionnelle, c'est une relation affective profonde. Vous avez déjà fait une campagne sur ce thème, en disant « mais comment pouvez-vous exercer une fonction nationale ?» Vous avez dit commissaire au plan, je vous rassure, je ne resterai pas, mais l'inspiration de commissaire au plan servira. Vous avez déjà fait cette campagne.
Et les Palois vous ont répondu en disant excusez-nous, mais nous pensons que c'est utile pour nous d'avoir une voix nationale. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ils vous diront c'est utile pour nous d'avoir une voix nationale enracinée, localement enracinée. Je pense que notre vie publique souffre de déracinement. Notre vie publique souffre, que ce soit toujours sur les quelques centaines de mètres des rives gauche et droite de la Seine que les décisions se prennent. C'est toujours, et ça n'est pas une rupture seulement entre Paris et la province, parce que les quartiers populaires de Paris, ils ne sont pas plus représentés que les villes lointaines de province. Et c'est une rupture aussi des milieux sociaux. Avoir toujours les mêmes moules, c'est quelque chose qui nous a terriblement appauvris. Moi, je suis absolument frappé, je crois vous l'avoir déjà dit quelquefois, la langue des politiques, les gens ne la comprennent plus. Les éléments de langage, comme vous dites au Parti socialiste, les éléments de langage que l'on infuse... Je crois que la Macronie les éléments de langage maître. que l'on infuse... Monsieur Marbeau, excusez-moi, vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste, non? Donc, souffrez qu'on vous rappelle. Cette mode qui s'est introduite, que tout le monde ressemble à tout le monde, que plus personne n'est différent, plus personne n'a des parcours différents. C'est les mêmes parcours, les mêmes écoles, les mêmes milieux sociaux. Et moi, j'en souffre. J'en souffre pas depuis aujourd'hui. J'ai bâti une partie de mon rapport avec les Français sur ce sujet. Comprenez-moi, on a besoin de racines. Et quand quelqu'un arrive à occuper des responsabilités, il ne faut pas lui couper ses racines. Il faut qu'il s'organise. Mais il faut qu'il continue à représenter les siens. En quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, vous n'avez plus de contact avec les gens. Vous avez en effet l'organisation de l'État, les services de sécurité, dont j'essaierai de m'abstraire le plus possible, le service de toute sécurité, toutes les sécurités qui vont avec. Mais vous êtes coupé des gens. Vous oubliez ce qu'est la réaction et la vie. Et donc j'ai une vision différente de la vôtre. Vous voulez que s'en aillent ceux qui occupent des responsabilités nationales, et moi je veux qu'ils restent. Parce que c'est les nôtres qui en ont besoin, et singulièrement ceux qui ont des difficultés, pour qu'on ne les oublie pas, qu'on soit leur porte-voix et leur porte-parole. Et c'est sur ce thème que nous avons une différence. J'essaierai de montrer que cette différence-là, on peut prouver qu'on peut passer de la rupture à la réunion possible et du déracinement au réenracinement. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, merci, Monsieur Blanco. Monsieur le maire, chers collègues. Tout d'abord, pour bien sûr vous adresser à mon tour mes félicitations républicaines suite à votre nomination de vendredi comme Premier ministre de notre pays. Je sais qu'il s'agit, et c'est essentiel, d'un aboutissement personnel. Et je respecte le parcours et je respecte cette finalisation.
Mais là où mon enthousiasme, si, si vous me passez l'expression, s'arrête, c'est devant le caractère, selon moi, incompatible de la mission ô combien difficile. M. Blanco, on a surtout- déjà eu le débat. Surtout, mais vous savez, monsieur le maire, quand vous avez été désigné au commissaire au plan, je n'ai pas remis en cause cette désignation parce que je pouvais partager ce que vous nous expliquez aujourd'hui, parce que c'était une mission de prospective, de réflexion, et nous savons que nous en avons besoin. Mais là, la problématique, aujourd'hui, elle est bien différente. Vous avez été désigné par le président de la République comme Premier ministre de notre pays, et je pense que cette désignation n'est pas compatible avec l'exercice des responsabilités de maire de la ville de Pau. Elle n'est pas compatible parce que, premièrement, la mission de Premier ministre est une mission de grande responsabilité, de devoir, à laquelle on doit se consacrer à temps plein. Et malheureusement, ce qui s'est abattu sur Mayotte, le drame de Mayotte, vous savez, monsieur le maire, nous avons parlé souvent ici, et moi j'ai souvent considéré que vous n'aviez pas la conscience de l'urgence écologique. Mais ce qui se passe à Mayotte, ce que subissent nos compatriotes, c'est cela. Et de Mayotte, d'ailleurs, je le dis, je ferme la parenthèse, de Mayotte, on a parlé ces dernières années comme d'un problème d'immigration. Alors que ce que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux, c'est le résultat finalement d'une déferlante climatique et du cumul de cette déferlante avec la pauvreté extrême dans ce département. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas, les dernières années, parlé plus de la pauvreté à Mayotte et qu'on n'ait pas apporté des réponses à Mayotte, notamment pour le logement. Nous sommes en train de réaliser que nos compatriotes sont dans des bidonvilles. Et le nombre des décès sera la conséquence, l'une des grandes conséquences, des malheureuses conséquences de cette situation intolérable. Et ce que je veux dire par là, c'est que, franchement, je vais vous parler. Monsieur le maire, laissez-moi parler. Non. Sur ce, pour qu'on ne s'égare pas, sur ce point. Je ne m'égare pas. Je vous rends la parole. Vous êtes Premier ministre, monsieur le maire. Vous êtes Premier ministre. Je vous rends la parole. Mais simplement pour que nous soyons d'accord sur les faits. Oui. Les bidonvilles, ce ne sont pas nos concitoyens mahorais, c'est l'immigration clandestine qui est une tragédie. Et moi, je ne fais pas de différence entre les êtres humains lorsqu'ils sont atteints par une catastrophe. À Mayotte, c'est l'immigration clandestine par dizaines de milliers qui entraîne des vagues de rejet et qui sont des vagues de rejet à craindre, à telle enseigne que j'ai proposé autrefois une réflexion sur le droit du sol à Mayotte. Et ce sont des vagues de rejet d'autant plus lourdes et graves que ce sont les mêmes cultures, les Comoriens, les immigrés venus des Comores et les habitants de Mayotte, ce sont des cultures proches, ce sont des religions, c'est une religion proche, et même une... Et pourtant, il y a rejet parce qu'il y a un afflux de population incontrôlé. On a mis en place des radars, tout ça, pour des traversées. Et donc, ne confondez pas la situation de la pauvreté de nos concitoyens ou des difficultés de nos concitoyens et la situation créée par une immigration incontrôlée.
Monsieur le maire, je ne partage pas votre analyse. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'est une erreur factuelle, comme vous le êtes en train de le faire maintenant, de présenter le drame de Mayotte, le drame humain, comme la conséquence d'une immigration qui serait incontrôlée. Le drame de Mayotte, c'est un cyclone. C'est un cyclone. Oui, mais le cyclone qui s'est abattu sur cette population, et ce n'est pas, les victimes ne sont pas, et d'ailleurs, même si c'était le cas, ça ne serait pas pour nous admissible, tolérable. Il n'y a pas, nous sommes d'accord, il n'y a pas de signe égal entre les victimes et l'immigration. C'est un ensemble. Alors cela étant, ce que je veux dire par là, je vais vous parler de manière très franche. Que l'on vous applaudisse, pourquoi pas. Mais ce soir, ces applaudissements, ils étaient de trop. Ils étaient de trop parce qu'il y a ce drame humain à Mayotte et l'on pouvait faire preuve d'une retenue dans la manifestation de l'approbation et de l'enthousiasme qui a été celle de nos collègues. Voilà ce que je veux vous dire. Vous vous souvenez qu'on a commencé par une minute de silence. Monsieur le maire. Ah ben vous me coupez le micro, à nouveau. Vous me coupez le micro. Vous vous souvenez qu'on a commencé par une minute de silence. Oui, non, d'abord des applaudissements. D'abord des applaudissements. Et autant j'aurais compris ces applaudissements dans des circonstances normales, autant compte tenu du drame qui s'est abattu sur Mayotte, je ne les ai pas compris. C'est tout ce que je veux dire. Mais ce que, surtout, je veux revenir à mon propos, c'est que, finalement, ce qui illustre cette situation dramatique, c'est l'incompatibilité. Parce que votre place, monsieur le maire ou monsieur le Premier ministre, comment devons-nous vous appeler? Votre place, je pense que ce soir, elle n'était pas à Pau, que ce conseil aurait d'ailleurs pu être reporté, il aurait pu être déplacé, il n'y avait pas d'urgence. Moi, je pense que votre place, elle était soit à Paris, soit à Mayotte, pour manifester la solidarité nationale à nos compatriotes. Voilà ce que je veux dire, et pour moi, c'est l'illustration dramatique du fait qu'il y a une véritable incompatibilité. Alors, je m'interroge sur les raisons de votre revirement. Parce qu'en 2017, quand vous avez été nommé garde des Sceaux, votre remplacement, c'est de notoriété publique, au moins à Pau, était programmé. Vous aviez parfaitement accepté l'idée que vous deviez être remplacé parce que vous aviez des responsabilités ministérielles significatives. Or, aujourd'hui, la responsabilité qui est la vôtre, elle est bien plus importante. Alors, qu'est-ce qui fait que votre doctrine, votre appréciation a changé? Alors, j'ai bien compris. Maintenant, vous dites, j'ai besoin de mes racines. Comme j'ai besoin de mes racines, et les femmes et les hommes politiques ont besoin d'être enracinés. Comme si le fait de détenir, de cumuler des mandats ou des responsabilités maintenait les racines ou, à contrario, les affaiblissait. Nos racines, elles ne tiennent pas aux fonctions qui sont les nôtres. Elles tiennent à l'attention que nous sommes capables de porter aux préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc moi, la vérité, c'est que je pense, vous avez conscience du fait que votre gouvernement n'est pas un gouvernement durable. Et Dieu sait si je le regrette, parce que combien de fois je vous ai parlé d'architecture durable, d'économie durable. Non, ce n'est pas un gouvernement durable. Donc vous voulez conserver votre base de repli à Pau, dans l'hypothèse probable où ce gouvernement n'irait pas plus loin que celui de votre prédécesseur. Et il n'y a pas beaucoup de raisons pour qu'il aille plus loin. Je vous ai écouté attentivement, comme nous tous, parce que les problèmes politiques qui ont mené à la nomination d'un 4e Premier ministre depuis le mois de janvier, c'est un record. C'est un record. Les problèmes politiques demeurent. Le premier problème, c'est que votre désignation, elle résulte pour moi d'un véritable déni démocratique. Parce que la force principale qui a été portée en tête aux élections législatives anticipées du 7 juillet dernier, c'est-à-dire le nouveau Front populaire, eh bien, est à nouveau écartée. Donc ça c'est un problème qui est un problème essentiel, fondamental, et que le président de la République
refuse de prendre en compte. Et la conséquence de ce problème, c'est qu'en réalité, ce que vous représentez, c'est la continuation de la politique d'Emmanuel Macron. Et je vous ai écouté. Par exemple, vous n'avez pas parlé du problème de la réforme des retraites. Sur la loi immigration, si nous suivons bien les discussions, c'est toujours M. Retailleau qui tient la corde. C'est-à-dire que sur les grands sujets sur lesquels il y a eu un vote des Françaises et des Français le 7 juillet, eh bien, c'est toujours finalement l'absence de prise en considération. Donc, pour ma part, je ne pense pas qu'un mandat local doive être une base de repli, d'autant que si il y a une évolution dans les responsabilités qui sont les vôtres, elle peut parfaitement être traduite par votre retour aux responsabilités pleines et entières à Pau. Et je termine en vous disant qu'il y a quand même une incohérence. Une incohérence. Et quand vous étiez garde des Sceaux, vous aviez porté le projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Et dans ce projet, dans cette nouvelle perspective que vous vouliez représenter, il y avait l'idée qu'on ne cumulait pas les responsabilités. Alors finalement, aujourd'hui, nous sommes dans un système où on ne peut pas, la loi fait que l'on ne peut pas être maire et député, mais par contre, et contre la tradition républicaine, à l'exception d'Alain Juppé, notre ancien voisin, eh bien, on pourrait être maire et Premier ministre. Moi, je pense que pour des raisons politiques, des raisons de responsabilité, il faut choisir entre ces fonctions, et c'est pour cette raison que depuis votre nomination vendredi, j'estime qu'il y a une incompatibilité et que vous devriez en tirer les conséquences.